Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité de ce soir, l'équipement des forces armées malgaches continue de s'améliorer. Lors de la cérémonie militaire de remise d'étendards aux généraux promus en 2024, qui s'est tenue au camp général Monidou Ismaël, le président Andry Rajoelina a réaffirmé son engagement en faveur du renforcement des moyens de défense. 3 avions seront donc fournis aux forces armées et plusieurs équipements seront modernisés pour consolider la sécurité nationale. Les forces armées malgaches sont unies et indivisibles, a souligné le président Andry Rajoelina et le ministre de la Défense nationale, le général de division Lala Mounza Delfin Saïvel, lors de la cérémonie à Ivatu. Judicael Ranjanirin, Andra Tajebe. L'unité et la cohésion des forces armées malgaches au service du peuple ont été mises en avant lors de cette cérémonie de remise d'étendards aux généraux promus en 2024. Garantir la sécurité et assurer la paix sont les missions fondamentales des forces armées et de l'ensemble des officiers, a rappelé le ministre de la Défense nationale, le général de division Lala Mounza Delfin Saïvel. Il a affirmé avec fermeté que les militaires resteront fidèles à leur engagement, refuseront toute division et soutiendront activement le développement du pays. Lors de cette cérémonie militaire au sein du camp des parachutistes à Ivatu, le président Andry Rajoelina, en sa qualité de chef suprême des forces armées, a remis leur étendard aux nouveaux généraux. Depuis 2019, dans le cadre des réformes engagées, le chef de l'État accorde une attention particulière aux forces de l'ordre en leur apportant un soutien constant. Il a initié des rénovations, construit des infrastructures, fourni de nouveaux équipements et mis en place diverses formes de reconnaissance et d'encouragement. Ces efforts ont porté leurs fruits et seront renforcés, a souligné le président, afin de permettre aux forces de sécurité d'accomplir leur mission avec encore plus d'efficacité au service de la population et de la nation. S'adressant aux généraux promus, le président leur a rappelé que les galons qu'ils portent sur leurs épaules ne sont pas de simples décorations, mais le symbole d'une responsabilité accrue. Il a insisté sur leur devoir d'engagement total pour garantir la sécurité, préserver l'unité nationale et renforcer l'indivisibilité du peuple malgache. Parmi les officiers promus en 2024, 22 ont été élevés au grade de général de brigade aérienne, médecin général de brigade et contre-amiral. 13 autres ont été promus au grade de général de division aérienne et vice-amiral. Diplomatie à présent, la volonté de Madagascar de poursuivre la promotion de la diplomatie africaine est pleinement ancrée sur le continent africain au vu de ces démarches importantes au cours desquelles le pays a présenté un candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. La diplomatie malagasy progresse et c'est la preuve qu'elle est une réussite par rapport aux voix obtenues par Madagascar lors du scrutin de samedi soir, a déclaré aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères malagasy à son arrivée à l'aéroport d'Ivatu. Madagascar a prouvé sa volonté et sa détermination à promouvoir sa diplomatie et la relation avec les pays africains en présentant un candidat à la présidence de l'Union africaine. Plusieurs critères ont été émis pour pouvoir présenter un candidat pour ce poste de haut niveau en Afrique et Madagascar a rempli cela. Richard James Ranjemandjanto a été le candidat présenté par Madagascar car il a de l'expérience dans la relation avec l'Afrique et au niveau international. Il remplit les conditions requises. Il est également une personne prête à porter la vision du président malagasy au niveau international. Le pays a ainsi pu asseoir sa vision mais a aussi brillé sur la scène africaine grâce à cette candidature. Le candidat malgache s'est démarqué lors des différentes lobbying politiques. La ministre des Affaires étrangères a également apporté des explications sur le nombre de voix obtenues par le candidat malagasy lors de cette élection à la tête de la présidence de la Commission de l'Union africaine.
Madagascar a obtenu 11 voix au premier tour sur les 49 votants et 7 voix au second tour, ce qui lui a valu une élimination. Mais cette moyenne de vote obtenue montre que le pays a fait de grands progrès en Afrique et que le travail entamé par le chef de l'État malagasy, notamment pour promouvoir l'unité africaine, a été couronné de succès, car tant de pays africains ont été convaincus et a soutenu la réputation de Madagascar face aux autres grands pays. La ministre des Affaires étrangères a confirmé que Madagascar a toujours participé pleinement à la réunion au sommet de l'Union africaine et fixe toujours les priorités et les stratégies de la diplomatie au profit de Madagascar. C'est une audace diplomatique que Madagascar ait pu présenter un candidat à une telle poste et c'est aussi visible que la diplomatie malagasy avance vers ses objectifs. Une avancée diplomatique majeure également, car Madagascar a sa place sur le continent africain, mais aussi à l'international, en prenant prochainement la présidence de la SADC, en étant également secrétaire exécutif au sein des Nations Unies. Madagascar est également à la tête du secrétariat général de la Commission de l'océan Indien au niveau régional. Ainsi, Madagascar est actif et continue sur sa lancée pour promouvoir sa politique diplomatique et ses relations internationales. Dans les actualités également, les cours sont suspendus pendant 2 jours dans 6 des 8 circonscriptions scolaires de la région d'Analamang, selon un communiqué publié ce matin par le ministère de l'Éducation nationale. La reprise des cours est prévue pour ce mercredi, sous réserve de l'évolution des conditions météorologiques. Felena Rakutarsoul pour plus de détails. Classée zone rouge en raison de la montée des eaux causée par les intempéries, 6 circonscriptions scolaires voient leurs activités pédagogiques suspendues les 17 et 18 février. Les élèves reprendront le chemin de l'école le mercredi 19 février sous réserve de l'évolution des conditions météorologiques. Le ministère de l'Éducation nationale invite la population à suivre les informations officielles diffusées sur sa page Facebook pour rester informés sur l'évolution de la situation. Et toujours dans ce contexte, l'alerte rouge aux inondations pour Antananarivo et ses environs a été levée ce matin selon un communiqué de l'APIPA. En effet, les niveaux des rivières Sisson et Ikup ont baissé au cours des dernières 24 heures. Toutefois, une hausse a été observée sur la rivière de Mambe. Les détails. L'alerte rouge liée aux inondations dans la plaine d'Antananarivo est passée en vigilance jaune aujourd'hui. Cette décision fait suite à la baisse du niveau des eaux enregistrée ces dernières 24 heures. Pour la rivière Sisson, au niveau de la station d'Anjamasen, l'eau a baissé de 0,42 mètres et devrait continuer de descendre au cours des 12 prochaines heures. À la station d'Apitatavk, la baisse est de 0,68 mètres. Concernant la rivière Ikup, une diminution de 0,03 mètres a été observée à Mbouimanamboul, tandis qu'une légère montée de 0,14 mètres a été constatée à Bevumang, avec une tendance à la hausse pour les 12 heures à venir. La rivière Mambe enregistre également une montée de 0,14 mètres. Les communes concernées par ces évolutions hydrologiques sont Tiafa, Andjouibé, Antsaadit, Bungatsar, Antanetkel, Mbouidouk, Alatsanen Mbaza, Ampaïchus, Sualand, Ampanefi, Suaven, Anuzatondjefan, Ampitatafk, Ambavatukan, Fenoiriv, Itos, Ambuchmanzak, Fiadanan et Apangabé. Et contrairement aux rumeurs, les infrastructures pour accueillir les sinistrés de la commune d'Ampitatavk sont suffisantes, a affirmé le maire de la localité. De leur côté, les sinistrés expriment leur gratitude envers le gouvernement dont l'intervention rapide a permis d'éviter le pire. Fadjessena Mireille, Yves Janel. 2 sites ont été aménagés pour accueillir les sinistrés de la commune d'Ampitatavk, le CEG Faliarive et l'église Ouaman. Les sinistrés y sont arrivés samedi dernier. Parmi eux, cette mère de famille qui a dû quitter précipitamment son domicile lorsque l'eau est montée jusqu'à sa taille. Par ailleurs, un responsable local s'est dit prêt à respecter toutes les consignes en période de saison de pluie. Le gouvernement a joué un rôle clé dans l'assistance aux sinistrés. Le maire d'Ampitatavk, Rad Ramparaweln, a tenu à démentir les allégations selon lesquelles les centres d'accueil seraient insuffisants.
Toujours selon le maire, cette année, le nombre de sinistrés a diminué par rapport aux années précédentes, cela grâce à la solidité des digues du Vuktan d'Abouimangid reliées à la commune de Souaven. Dans un tout autre sujet, les agriculteurs d'Ambatondjazak et d'Amparavaravoul se disent satisfaits du soutien de l'État à travers l'octroi de riz hybride et d'engrais. D'après les enquêtes menées auprès des agriculteurs locaux, les premières pousses obtenues sont déjà prometteuses. Ils confirment que ce type de riz est adapté aux conditions climatiques et au calendrier agricole de la région. Selon eux, les critiques formulées à l'égard de cette avancée dans le secteur agricole relèvent davantage de la polémique et de la manipulation politique. Sylvain Sech Indjanab. 15 jours après la distribution de semences hybrides et d'engrais par l'État, Jean-Claude, un agriculteur de la commune d'Abouimang, district d'Ambatondjazak, a déjà pu constater la croissance des jeunes plants de riz. Il affirme que le riz hybride est plus productif car il permet d'obtenir un plus grand nombre de plants à repiquer. Même constat à Mboudzanar. La culture du riz hybride est donc une réussite à Ambatondjazak. Les plants poussent bien et il est désormais clair que cette technologie est adaptée au climat local. Les travaux préparatoires avant le repiquage n'ont pas été compliqués et les agriculteurs d'Amboudzanar vont maintenant passer à l'étape suivante. Les agriculteurs dénoncent les tentatives de discréditer de cette initiative visant à moderniser la production agricole à Madagascar. Ils estiment que l'aide et les efforts mis en place en leur faveur ne devraient pas être instrumentalisés à des fins politiques. Les paysans d'Ambatondjazak réfutent également les rumeurs selon lesquelles le riz hybride ne serait pas adapté à leur climat et affirment que ce projet doit être poursuivi. L'utilisation du riz hybride n'est pas une nouveauté dans la région d'Alochamangour. Depuis plusieurs années, les agriculteurs locaux exploitent cette technologie, leur permettant d'atteindre des rendements allant jusqu'à 10 tonnes par hectare. Il est également important de noter que la diffusion du riz hybride se poursuit sous la supervision du secrétariat d'État chargé de la souveraineté alimentaire. Et de nombreux efforts sont déployés par le gouvernement pour améliorer le secteur social dans la région de Bouin, y compris l'installation de parcs solaires, projet qui constitue une priorité pour le gouvernement. Il y a aussi la construction de routes et l'extension de la ville. Felana Ragodersoul pour plus de détails. Les pannes de courant sont un problème rencontré par les habitants de la région de Bouin en raison du manque d'assistance des services locaux. Pour résoudre ce problème, l'installation du projet de parc solaire débutera en 2025. 5 MW en sont la partie la plus importante. Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique générale de l'État pour l'amélioration du domaine social. Hier, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat et le ministre de la Jeunesse et des Sports, en tant que ministre coach de la région, Bouin, ont examiné l'endroit où sera installée la station de production d'énergie renouvelable ou le parc solaire. Pour le développement de la région de Bouin, il existe déjà un projet d'extension de la ville également. Un projet pour attirer les touristes et promouvoir l'économie de la région. Par ailleurs, les travaux de construction de la route à Madzang ont également démarré selon les informations. Et côté sport, la Fédération malgache de karaté-do met l'accent sur la professionnalisation de ses entraîneurs, enseignants et athlètes. Dans cette optique, une formation sera organisée pour cette saison sportive 2025. Lors de cette première session, 30 enseignants titulaires du 2e Dan et plus bénéficieront de cette formation. Toujours un reportage de Félan Rakutorsul. La Fédération malgache de karaté-do poursuit son engagement vers la professionnalisation de la discipline, afin d'harmoniser les compétences des entraîneurs, enseignants et maîtres de salle. Une formation diplômante sera dispensée le 24 février prochain à l'Académie nationale des sports Impeflou. Il est à noter que le diplôme des enseignants de karaté-do se décline en 3 niveaux, et cette formation portera sur le premier niveau, à savoir le diplôme d'animateur fédéral, DAF. En plus des enseignants et entraîneurs, une attention particulière sera accordée aux femmes karatékas. La fédération encourage activement leur participation à ce sport, conformément à sa politique de développement.
Par ailleurs, les ceintures noires seront également évaluées lors du championnat de Madagascar dédié aux catégories enfants et féminines. Selon les explications du président de la fédération, Émile Radefnanaar, des sessions de formation seront également organisées dans d'autres régions du pays. Dans les actualités internationales, depuis 1979, date marquant la fin du génocide cambodgien perpétré par les Khmers rouges qui a fait environ 2 millions de morts, les explosions de mines au Cambodge ont tué près de 20 000 personnes et en ont blessé 2 fois plus. France 24. Allongé sur son lit d'hôpital, cet enfant de 11 ans est blessé aux jambes. Il a été victime d'une mine antipersonnelle, un fléau au Cambodge. Je gardais mes vaches. Je pensais que c'était un simple morceau de métal. Alors je l'ai lancé, puis ça a explosé et ça a provoqué une boule de feu. La guerre civile puis les bombardements américains dans les années 60 ont truffé le pays de ces explosifs, encore présents dans des zones habitées. Et c'est justement les États-Unis qui fournissaient jusqu'à présent un soutien financier important pour déminer le Cambodge. Problème, Donald Trump a gelé cette aide depuis son entrée en fonction. Un gel de 90 jours de toute l'aide humanitaire versée par l'agence USAID dans le monde pour évaluer son utilité au cas par cas. Pour le Cambodge, cela représentait 10 millions de dollars par an, de quoi financer 1000 emplois pour le déminage. Ils sont aujourd'hui suspendus. Il reste encore 1600 km² de territoire miné dans le pays, une zone occupée par 1 million d'habitants, dont des paysans. Je suis très inquiète du danger que courent les gens, car ces régions sont truffées de munitions non explosées, en particulier de bombes à fragmentation. Nous craignons donc que lorsque les villageois vont en forêt ou labourent la terre pour cultiver, ils déclenchent des explosions, ou que les enfants jouent avec ces bombes lorsqu'ils vont garder les vaches. L'année dernière, le Cambodge a détruit 24 000 mines, de quoi faire progressivement diminuer le nombre de victimes. De 858 en 2000, il est passé à 32 en 2023. Le pays espérait se débarrasser totalement de ces mines cette année. Il a désormais repoussé cet objectif de 5 ans. Au large des côtes sierra-léonaises, des îles encore récemment habitées ont disparu sous les flots. Beaucoup d'habitants sont déjà partis et pour les plus réfractaires, ce n'est qu'une question de temps avant que les eaux ne les poussent à l'exil. France 24. Cette eau, c'est elle qui nous donne de quoi vivre. Mais elle nous arrache aussi de l'endroit où nous vivons. D'un côté, nous avons besoin de l'océan, de l'autre, il nous détruit. Aujourd'hui, nous nous tournons vers Dieu pour qu'il nous aide. Avant, nous vivions là, notre communauté entière était ici. Maintenant, l'eau est partout et nous a forcés à partir. Là-bas, au niveau de l'eau plus sombre, c'était notre village. Mais l'eau a tout détruit. Il y avait beaucoup d'arbres et de cocotiers de ce côté et là-bas aussi. Il y a 4 ans, la maison de Baomi se dressait ici sur la terre ferme. Aujourd'hui, il ne reste de son île qu'un banc de sable submergé, ne laissant aucune trace des dizaines de familles poussées à l'exil. Depuis que l'eau nous a forcés à partir, à chaque fois que je viens ici, je me rappelle cette île et comment la vie était agréable. Maintenant, nous nous entassons ailleurs et les conditions ne sont pas bonnes. Mais nous devons faire avec. Poussé par l'urgence, Baomi, comme beaucoup d'autres, s'est installé sur l'île voisine, appelée Nyangai. Mais comme pour le reste de l'archipel des Turtles Island, au large des côtes sierra-léonaises, le petit îlot est aujourd'hui en sursis. Les signes avant-coureurs du naufrage se multiplient sur les plages, sous la forme de débris de bois et de souches arrachées par l'océan. Il y avait beaucoup d'arbres et ça nous protégeait du vent en l'empêchant de détruire le toit de nos maisons. Mais maintenant que l'eau en a arraché une grande partie, nous sommes à la merci des changements de météo. Une disparition de la barrière naturelle de l'île qui expose aussi ce qui reste du village aux vagues. Récemment, Nyangai a connu plusieurs épisodes de forte mer qui ont déferlé sur le village,
ne laissant aucun abri aux habitants. C'est chaque année la même chose. Certains jours, au mois d'août, l'eau envahit tout, comme s'il n'y avait plus d'île. Quand l'eau arrive, elle détruit nos affaires. C'est ça qu'on voit sur la vidéo. Les dégâts sont énormes pour nous. Presque tout ce qu'on possède est détruit. Beaucoup de ceux qui le pouvaient ont quitté Nyangaï. Contre 3000 habitants il y a 15 ans, il n'en compte aujourd'hui plus que 400. Pour terminer, le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé aujourd'hui en Arabie Saoudite, deuxième étape d'une tournée au Moyen-Orient qui le conduira également aux Émirats Arabes Unis après une visite en Israël. France 24. Pour sa première tournée au Moyen-Orient, le secrétaire d'État américain Marco Rubio entérine les ambitions affichées par Donald Trump pour la bande de Gaza. Le président s'est montré très audacieux quant à sa vision de ce que devrait être l'avenir de Gaza. Pas les mêmes idées usées du passé, mais quelque chose de nouveau et d'audacieux. Une déclaration qui prolonge les annonces successives de Donald Trump de vouloir créer une riviera touristique dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou avait alors salué ce projet comme étant révolutionnaire et créatif lors de sa visite à Washington. Mais aujourd'hui, le Premier ministre israélien et le secrétaire d'État américain sont restés évasifs. Ils ont mis davantage l'accent sur la lutte contre le Hamas et la libération des otages. Je tiens à rassurer tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Le président Trump et moi-même travaillons en pleine coopération et coordination. Nous avons une stratégie commune dont nous ne pouvons pas toujours partager les détails avec le public. Les portes de l'enfer seront ouvertes et elles le seront sûrement si tous nos otages ne sont pas libérés jusqu'au dernier. Aucune mention du déplacement forcé des quelques 2 millions de civils gazaouis vers la Jordanie et l'Égypte. Le sort de la bande de Gaza devrait être évalué lors d'un sommet le 20 février prochain. En attendant, la rencontre de Rubio et Netanyahou s'est cantonnée au plan stratégique et militaire à engager dans la région. Outre le Hamas, ils souhaitent faire front commun contre l'Iran et désarmer le Hezbollah. Israël préférerait que l'armée libanaise s'en charge, mais personne ne doit douter qu'Israël fera ce qu'il faut pour faire respecter les accords de cessez-le-feu et défendre sa sécurité. Cette nuit, en amont de cette rencontre, une cargaison de bombes lourdes américaines, débloquée par l'administration Trump, a déjà été livrée en Israël. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Squid Game. Au revoir et excellente soirée sur Viva.